Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 18. Cannabis à l'adolescence. Anodin ou risqué ? Bienvenue dans ce 18e épisode. Aujourd'hui, on va parler cannabis. Sa consommation s'est banalisée et il me semblait vraiment important de remettre les points sur les i par rapport au risque du cannabis. Parce qu'en consultation, ça m'arrive encore d'entendre que fumer régulièrement des joints à l'adolescence, c'est pas grave, genre c'est anodin. Alors l'objectif de cet épisode, c'est que vous en ressortiez avec des idées claires concernant le cannabis à l'adolescence. Cet épisode s'adresse aux parents, aux ados qui passeraient par là, aux personnes impliquées dans le soin ou l'encadrement de jeunes et bien sûr à tous ceux que le sujet intéresse. Comme à chaque fois, je m'appuie sur un certain nombre d'études scientifiques dont vous retrouverez les liens dans l'article du blog dédié sur monintrospection.com. Aujourd'hui, je vais plus particulièrement vous parler d'une étude très récente publiée en 2024, réalisée au Canada, qui se propose d'explorer le lien entre cannabis, âge de consommation et risque de psychose. On va donc d'abord définir la psychose, faire l'état des connaissances actuelles sur le cannabis à l'adolescence et détailler pourquoi, comment a été réalisée cette étude de 2024 et bien sûr, qu'est-ce qu'on doit en retenir. Allez, c'est parti! C'est quoi des troubles psychotiques ? Déjà, de quoi parle-t-on quand on parle de troubles psychotiques ? Pour le définir simplement, c'est quand il y a incapacité à distinguer ce qui vient de l'expérience interne de l'esprit de la réalité extérieure de l'environnement. Je répète, c'est l'incapacité à distinguer ce qui vient de l'expérience interne de l'esprit de la réalité extérieure de l'environnement. Si je le dis simplement, la frontière entre réalité et imaginaire devient poreuse et on n'arrive plus à faire la part des choses entre les deux. Quand on parle de psychose, la première chose qui vous vient peut-être à l'esprit, c'est la schizophrénie. Alors oui, la schizophrénie fait bien partie de la catégorie des troubles psychotiques, mais c'est pas la seule. Afin que vous ayez une représentation plus précise de la schizophrénie, je détaille un peu. C'est une maladie caractérisée par une perte de contact avec la réalité. Donc là, on est bien dans la psychose. Des idées délirantes, des hallucinations, un émoussement affectif. Alors ça veut dire qu'on a l'impression que la gamme des émotions qui traversent la personne est réduite. Il y a aussi une désorganisation de la parole, dans certains cas une perte de motivation, des difficultés à réfléchir, etc. Tout ça, ça a bien sûr des conséquences tant au niveau relationnel qu'au niveau professionnel. On sait que les personnes atteintes de troubles psychotiques ont plus de probabilités de traverser des périodes de chômage. Elles risquent d'être plus confrontées à des pensées suicidaires. Et puis, elles peuvent se marginaliser ou être marginalisées, en tout cas se précariser, et ont plus de probabilités de devenir SDF. D'autre part, c'est une population dont l'espérance de vie moyenne est inférieure de 10 à 20 ans par rapport à celle de la population générale. Vous voyez l'importance de bien diagnostiquer ces troubles et d'avoir un système de soins solide derrière afin de suivre et d'accueillir ces personnes. Pour résumer, les troubles psychotiques, c'est une grande catégorie de maladies, à l'intérieur de laquelle il y a en particulier la schizophrénie. Si je vous parle précisément de la schizophrénie, c'est que notre étude canadienne va s'intéresser non pas à la survenue de troubles psychotiques transitoires, parce que oui, ça existe, mais bien à l'entrée dans une maladie qui dure dans le temps, c'est-à-dire une maladie chronique, comme la schizophrénie. Pourquoi une énième étude sur le cannabis ? Alors oui, vous allez me dire, le cannabis, on en parle depuis longtemps, il y a déjà plein d'études sur le sujet. C'est vrai, on a déjà accumulé un certain nombre de connaissances. Mais le truc, c'est que certaines études commencent à dater. Alors, certes, ça ne remonte pas à si loin. Il y en a quelques-unes dans les années 2000, d'autres en 2010. Mais enfin, les années 2000, ça fait déjà 24 ans quand même. Et en 24 ans, eh bien, il y a eu pas mal de changements dans le monde du cannabis. La teneur en THC, le tétrahydrocannabinol, c'est-à-dire le principal composé psychoactif présent dans la plante de cannabis, a beaucoup augmenté. Au Canada,
la teneur en THC dans l'herbe de cannabis illicite est passée de moins de 1% avant 1980 à 6% à la fin des années 90, jusqu'à 15% en 2016 et 20% en 2018. Et puis il y a aussi des nouveaux produits, par exemple ce qu'on appelle les extraits de cannabis qui peuvent atteindre jusqu'à 95% de THC. Alors je rappelle qu'en France, à l'heure où j'enregistre cet épisode en tout cas, la consommation de ce type de produit est parfaitement illégale et est même un délit. Ce qui est autorisé en revanche, c'est la vente et la consommation de cannabidiol, ou CBD, avec une teneur maximale de 0,3% de THC. Et bien sûr, toute vente aux mineurs est interdite. Au Canada, par contre, la légalisation du cannabis à fin récréative a eu lieu en 2018. Alors, bien sûr, c'est toujours strictement réglementé et la vente aux mineurs est interdite. Mais l'étude dont je vais vous parler aujourd'hui s'est arrêtée en 2018, donc c'était avant la légalisation, c'est-à-dire qu'on est à peu près dans la même situation que pour nous en France actuellement. La question qui est débattue dans l'article, c'est est-ce que le cannabis peut amener ou favoriser à l'entrée dans une maladie psychotique et plus particulièrement la schizophrénie. Connaissances actuelles sur le cannabis à l'adolescence. Avant d'aller plus loin dans l'étude canadienne, on va faire un petit point sur ce qu'on sait déjà. L'adolescence est une période de vulnérabilité. Pourquoi ? Parce que le cerveau est en train de maturer. Vous savez, le cerveau continue sa maturation pendant toute l'enfance et toute l'adolescence. Et d'ailleurs, pendant l'adolescence, il va comme faire une poussée de croissance. Il va se réorganiser en éliminant un certain nombre de connexions synaptiques, celles qui sont peu utilisées, et en renforçant celles qui le sont beaucoup, notamment tout ce qui sert à l'apprentissage. Ça, c'est ce qu'on appelle le raffinement synaptique, ou l'élagage synaptique, et ça dure jusqu'à environ 25 ans. Cette maturation et cette réorganisation vont notamment mener à une meilleure appréhension du monde, une meilleure connaissance de soi. Donc c'est un processus vraiment très important. Bon, mais si on revient à notre sujet du cannabis, eh bien quand on fume, le THC va aller se fixer sur des récepteurs spécifiques dans le cerveau. C'est ce qu'on appelle le système endocannabinoïde. Alors des récepteurs, il y en a dans différentes régions du cerveau. Il y en a dans le cortex préfrontal, c'est-à-dire à l'avant de la tête. Ces régions préfrontales sont impliquées dans la prise de décision, le contrôle des impulsions et les fonctions exécutives. C'est quoi les fonctions exécutives ? Eh bien ça recouvre pas mal de choses. Je peux notamment citer l'attention, la mémoire de travail, la planification, la résolution de problèmes, le raisonnement abstrait, le contrôle de l'inhibition. Ça explique notamment les difficultés cognitives et d'apprentissage qu'on peut repérer en pratique chez des ados fumeurs réguliers. Ils sont d'ailleurs plus touchés par ces difficultés comparativement à des adultes fumeurs. D'autres récepteurs se trouvent dans l'hippocampe. Alors là, on est plutôt dans les lobes temporaux, sur le côté de la tête. Si vous voulez voir un petit peu mieux où ça se situe, j'ai mis pas mal de schémas dans l'article. L'hippocampe, c'est une structure essentielle pour l'apprentissage et la mémoire. Et puis, il y a aussi plein de récepteurs dans l'amygdale. Alors pas celle que vous avez au fond de la gorge, Non, elle est aussi dans le cerveau, dans les lobes temporaux. Donc, sur le côté de la tête également. L'amygdale, c'est intéressant. On va s'arrêter dessus 2 minutes. Elle est importante dans la réponse émotionnelle. Alors on sait que le cannabis a des effets pendant et à distance de la consommation sur les émotions et notamment la gestion des émotions. L'ado qui fume tous les jours et en quantité importante va envoyer plein de THC dans ses récepteurs. Là, on va s'intéresser aux récepteurs dans l'amygdale. Donc ça va aller surstimuler tous ces petits récepteurs. Quelles vont être les conséquences ? Eh bien de diminuer la quantité des récepteurs à cet endroit, dans l'amygdale. Bon, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai moins de récepteurs ? Eh bien, je vais moins réagir à des signaux subliminaux de peur ou de menace. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit aparté sur les personnes qui souffrent d'un syndrome de stress post-traumatique. Chez elles, on observe une surréactivité de leurs amygdales au visage effrayant. C'est ce qui pourrait expliquer que certaines personnes cherchent à s'automédiquer avec du cannabis, un peu pour endormir leurs amygdales. Donc si vous êtes médecin généraliste ou psy, ou soignant, il est vraiment intéressant quand vous êtes en face d'une personne qui souffre d'un syndrome de stress post-traumatique d'interroger aussi votre patient sur une potentielle consommation de cannabis. Mais bon, je referme la parenthèse. Donc là, on a vu ce que ça faisait de surstimuler l'amygdale. Mais quand notre ado fume, il surstimule tous ses récepteurs, pas que dans l'amygdale. Et il y a pas mal de risques associés à ça. Surtout si on est à une phase précoce du développement.
Donc sous-entendu, c'est encore pire si la consommation a lieu dans l'enfance. Quels sont les risques ? Eh bien, les risques, c'est de venir perturber le développement de tout un tas d'autres choses que le système endocannabinoïde dont on vient de parler. Dans ces autres choses, il y a les neurotransmetteurs. Vous savez, ce sont ces petits messagers entre neurones. Et je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler. Si je vous dis plutôt adrénaline, dopamine, sérotonine, ça vous parle peut-être plus. Eh bien tout ça, ce sont des neurotransmetteurs. Dans les autres choses qui sont perturbées aussi, il y a la substance blanche. La substance blanche, c'est là où il y a les axones des neurones. Alors là, je suis sûre que ça vous rappelle vos cours de bio du collège. Et enfin, dans les autres choses, il y a aussi le raffinement synaptique. Vous savez, on en a parlé tout à l'heure, c'est quand on élimine les connexions synaptiques inutiles et qu'on renforce celles qui nous sont utiles, notamment pour l'apprentissage. Bon, alors j'espère que je vous ai pas perdu dans tout ça. Si je parle plus clairement, la consommation de cannabis à l'adolescence, ça va impacter les jambes des neurones, c'est-à-dire la substance blanche, le bout des neurones, c'est-à-dire les synapses, et les messagers entre les neurones, c'est-à-dire les neurotransmetteurs. Si je reformule autrement, on peut dire que surstimuler de manière chronique et régulière le système endocannabinoïde à l'adolescence, ça va venir modifier la taille et la structure interne de plusieurs régions du cerveau. Ça veut dire qu'il y aura des impacts de court terme, tout de suite quand on fume, mais aussi des impacts de long terme, c'est-à-dire sur la vie future. Alors déjà, on peut se dire que tout ça n'est pas vraiment anodin. Risque de développer une psychose aiguë ou chronique. Des études de 2004, 2020 et 2022 ont déjà démontré que l'intoxication par le cannabis peut contribuer à des épisodes psychotiques transitoires aigus. Alors quand je dis psychotique transitoire aigu, ça veut dire concrètement que la personne vit un épisode de délire, souvent avec des hallucinations, mais cet épisode va régresser de lui-même. Il n'y a donc pas d'entrée dans une maladie psychotique chronique. Ce qu'on sait aussi, c'est que plus tôt on prend du cannabis, en termes d'âge, plus il y a de risques de développer une schizophrénie adulte. Et puis, la consommation de cannabis est associée à un âge plus précoce d'apparition de la psychose. Bon, mais il n'y a pas que la psychose, hein. Si on élargit plus largement aux troubles psychiques, eh bien on sait aussi que le cannabis va augmenter l'anxiété et diminuer la sensibilité affective. Tout ça, ça fait un bon terrain pour favoriser des troubles dépressifs. Là encore, on a quand même un lourd bilan. Donc avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on sait que le cannabis a un impact tant au niveau cognitif qu'au niveau émotionnel. Addiction et cannabis. J'entends encore trop souvent dire que le cannabis à l'adolescence ne rend pas dépendant. C'est complètement faux. Les adolescents décrivent d'ailleurs très bien les symptômes de sevrage qui apparaissent dans les semaines qui suivent l'arrêt du produit. Colère, agressivité, irritabilité, nervosité, anxiété, diminution de l'appétit ou carrément perte de poids, agitation, troubles du sommeil avec des rêves un peu étranges. Tous ces symptômes existent et il est important d'informer les jeunes sur l'arrivée de ces symptômes à l'arrêt du produit. Alors bien sûr, la quantité consommée est un facteur de risque additionnel au risque de dépendance. Et il est aussi acquis que plus on commence à consommer du cannabis jeune, plus le facteur de risque de dépendance est élevé. Bon, mais une remarque tout de même. Il n'y a pas besoin d'être dépendant au cannabis pour que celui-ci commence à affecter le développement cérébral et son fonctionnement. Comment on fait pour mesurer l'impact du cannabis sur des adolescents ? Maintenant, on rentre dans le vif du sujet de notre étude canadienne. Ce sont des institutions publiques et solides qui ont réalisé cette étude. Chez nous, en France, ça serait un petit peu comme si l'Agence nationale de santé publique menait une étude en s'appuyant sur les données de l'INSEE. Donc déjà, on peut dire que les données sont fiables. Les jeunes impliqués avaient entre 12 et 24 ans. Et ça, c'est idéal pour savoir si le cannabis impacte plus les ados, ou plus les jeunes adultes, ou bien les deux. Les taux de réponse à l'enquête étaient bons. Bah oui, parce que si vous construisez une super enquête avec une super bonne méthodologie mais que vous n'avez aucune réponse, ou très peu, eh bien ça va fausser les résultats. Le truc intéressant, c'est que vous l'avez bien compris, on veut vraiment savoir si oui ou non, il y a une corrélation entre consommer du cannabis à l'adolescence
et entrer dans la psychose. Donc logiquement, les auteurs ont éliminé tous les jeunes qui avaient déjà eu des troubles psychotiques dans les 6 ans précédant l'enquête. Une fois que les jeunes ont été rassemblés, là, les 12-24, qu'est-ce qu'on a fait ? On leur a tout simplement posé les mêmes questions, soit en entretien présentiel, soit par téléphone. Et ensuite, le suivi a duré pendant 6 à 9 ans. Ça, c'est plutôt un bon point pour l'enquête. Pourquoi ? Parce que les recherches disent qu'il s'écoule en moyenne 7 à 8 ans entre l'initiation de la consommation de cannabis et l'apparition des symptômes psychotiques. Et une fois que les symptômes sont là, il faut encore 1 à 2 ans pour partir à la recherche d'un traitement. Donc autant vous dire que les psys ne sont pas les premiers à rencontrer ces jeunes et à observer les symptômes. En dehors de la famille, bien sûr, ceux qui sont en première ligne, c'est tout le système pédagogique. Collège, lycée, université. En fait, là où les jeunes passent la plupart de leur journée. Bon, mais comme toute étude, celle-ci est loin d'être parfaite, elle a aussi des limites. Je peux en citer quelques-unes. Par exemple, le taux de THC n'a pas été mesuré. Le mode de consommation et le type de produit ne sont pas précisés. Et puis c'est une étude déclarative, ça veut dire que c'est l'adolescent ou le jeune adulte qui va dire ce qu'il a consommé. On peut donc imaginer que certains auront caché ou sous-déclaré leur consommation. Ce d'autant plus que la consommation est illégale pour les mineurs et je rappelle que pour les plus de 18 ans à l'époque, ça l'était aussi, puisque l'étude s'est tenue avant la légalisation. Et puis bien sûr, pour des raisons éthiques évidentes, ça n'est pas une étude randomisée. Je vous rappelle juste ce que ça veut dire randomiser, ça veut dire qu'on assigne un participant de manière aléatoire à un groupe. En clair, on va tirer au sort si tu appartiens au groupe cannabis ou si tu appartiens au groupe contrôle. Vous voyez bien que ça n'est pas possible. Une fois que les auteurs ont recueilli toutes ces données, eh bien là, on rentre dans le dur, les maths, les statistiques. C'est le moment de l'analyse des résultats pour enfin en tirer des conclusions. Alors, consommer du cannabis à l'adolescence, c'est risqué, oui ou non ? Voici les résultats de l'étude. J'arrondis les chiffres, mais vous pouvez encore une fois tout retrouver sur le blog. 23% des participants déclaraient avoir pris du cannabis au cours de l'année passée. Et 1% des participants avaient eu recours à des consultations pour troubles psychotiques. Bon, mais si on ne s'intéresse pas maintenant à tous les jeunes participants à l'étude, mais juste à ceux qui ont été hospitalisés ou qui ont consulté un médecin pour troubles psychotiques, on se rend compte que 78% avaient pris du cannabis au cours de l'année précédente, et si on enlève cette restriction à l'année précédente mais qu'on prend en compte toute la vie, eh bien le pourcentage va grimper jusqu'à 82%. C'est énorme si on compare à nos 23% de tout à l'heure. Bien sûr, il y a aussi une question de dose. Le risque est accru pour une consommation de cannabis à partir d'1 fois par semaine ou plus. Mais est-ce qu'il y a une différence entre les consommateurs adolescents et les jeunes adultes alors ? Eh bien oui, très clairement. Avant 20 ans, la courbe de l'incidence des troubles psychotiques chez les consommateurs du cannabis monte en flèche par rapport à celle de ceux qui ne consomment pas. Et à partir de 20 ans, les deux courbes sont pratiquement superposables. On a une évolution assez similaire. Je vous invite à aller voir les graphiques sur le site. En clair, fumer du cannabis avant 20 ans, c'est plus risqué qu'après 20 ans. Et fumer du cannabis avant 20 ans, eh bien c'est beaucoup plus risqué, vous l'aurez deviné, que de ne pas fumer de cannabis avant 20 ans. Mais c'est pas qu'un peu risqué, c'est-à-dire que le risque de développer un trouble psychotique pour ces ados consommateurs de cannabis n'est pas 2 à 3 fois plus élevé que pour des ados qui ne consomment pas, non. Le risque est 11 fois plus important, 11 fois plus, vous vous rendez compte ? Cette étude retrouve un risque beaucoup plus élevé que les études qui ont été réalisées auparavant. Pourquoi elle retrouve 11 fois plus de risque de développer une schizophrénie pour des ados fumeurs de cannabis ? Eh bien l'hypothèse des auteurs, c'est l'augmentation de la concentration en THC des produits. Mais si on pousse la réflexion, on pourrait aussi se demander pourquoi alors tous les adolescents qui fument, surtout que ce sont des produits plus chargés en THC de nos jours, eh bien pourquoi ils ne développent pas tous une schizophrénie ? En psychiatrie, on a l'habitude de parler de terrain ou de vulnérabilité. Pour bien comprendre ce qu'est la vulnérabilité, je prends une métaphore. Votre maison a un mur porteur avec une fissure. Tout va bien tant que vous ne grattez pas trop autour et que vous ne décidez pas de mettre une fenêtre à cet endroit. Bon, mais le jour où vous décidez justement de mettre une fenêtre à l'endroit de la fissure, vous allez commencer à creuser le trou dans le mur, mais vous n'aurez pas le temps de solidifier le tout, que votre mur sera déjà en train de s'effondrer. Eh bien le cannabis, c'est un peu comme le jour où vous allez décider de faire ce trou dans le mur pour installer votre fenêtre.
Ce n'est pas lui qui cause la maladie directement, mais il va servir de révélateur, il va révéler la fissure sur le mur. Vous voyez l'idée ? Alors vous allez me dire, comment je fais pour savoir si j'ai une fissure sur mon mur ? Comment je fais, autrement dit, pour savoir si j'ai une vulnérabilité ? Parce que d'un point de vue santé publique, ça serait une super opportunité d'éduquer et de suivre précisément cette population. Mais vous vous doutez que c'est pas si simple que ça. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une prédisposition génétique. Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a pas encore identifié le gène de la psychose ou de la schizophrénie, tout simplement parce qu'il n'y en a pas un, mais il y en a plusieurs. Et ce n'est pas une causalité directe, comme par exemple dans la trisomie 21. Il y aurait probablement différents gènes impliqués, on dit que c'est multigénique. En fait, cette hérédité est encore mal comprise et les facteurs environnementaux joueraient aussi un rôle important. Par contre, il y a des indices de cette potentielle vulnérabilité. Par exemple, ça peut être de regarder dans votre famille s'il y a déjà eu des cas de schizophrénie, de psychose, de troubles bipolaires ou de TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Et quand je dis dans la famille, c'est large, bien sûr, les parents, les grands-parents, les cousins, les oncles, les tantes, etc., etc. D'autres vulnérabilités exposant au développement de la schizophrénie sont reconnues, comme les traumatismes vécus pendant l'enfance, des facteurs neurodéveloppementaux, c'est-à-dire un développement cérébral qui ne se fait pas bien, avec un fonctionnement et une connectivité des neurones qui est touchée. Consommer du cannabis déclenche la schizophrénie ou l'inverse ? Jusqu'à maintenant, on a vu qu'il y avait plus de probabilités, sur un terrain vulnérable et à l'adolescence, d'entrer dans une maladie psychotique type schizophrénie si on consommait du cannabis. Mais on entend parfois l'hypothèse inverse. Ça serait les symptômes psychotiques ou qui précèdent l'entrée dans la maladie qui amèneraient finalement à une consommation de cannabis. Un peu comme si la personne qui avait ces symptômes cherchait une solution d'automédication par le cannabis. Ça, c'est l'hypothèse qu'on appelle de la causalité inverse. Bon, et bien là non plus, la réponse n'est pas encore claire. Comme souvent dans la recherche, la causalité est difficile à déterminer. Vous savez, c'est le fameux qui de la poule ou de l'œuf, quoi. Ce qui est sûr, c'est que cannabis à l'adolescence et schizophrénie sont liés. Certains auteurs penchent pour une causalité bidirectionnelle, c'est-à-dire que c'est pas un facteur qui entraîne l'autre, mais les deux facteurs qui interagiraient l'un avec l'autre et se renforceraient mutuellement. Ça, c'est ce que les études génétiques semblent suggérer, mais c'est encore très difficile à démontrer, donc prudence sur cette hypothèse. Il faudra attendre d'autres recherches. Conclusion, oui, il y a une association forte entre âge, consommation de cannabis et entrée dans la schizophrénie. Si je résume, le message fort de cette étude, c'est qu'avant 20 ans, il y a un fort risque, si on consomme du cannabis, d'entrer dans la schizophrénie. Je rappelle le chiffre. Le risque de développer un trouble psychotique pour des ados consommateurs de cannabis est 11 fois plus élevé que pour des non-consommateurs du même âge. De mon point de vue, deux conclusions s'imposent. Tout d'abord, oui, le cannabis à l'adolescence, c'est risqué, et pas qu'un peu risqué. Actuellement, on n'a aucun moyen de repérer une vulnérabilité à coup sûr. Il n'y a pas d'examen, par exemple, prise de sang, IRM ou autre, qui nous permettrait de le détecter. Donc le message de prévention qui devrait être matraqué, c'est pas de cannabis avant 20 ans. La prévention, l'éducation doivent être globales, vers tous les adolescents, les jeunes adultes, les parents, les écoles et bien sûr tout le système de soins. Deuxièmement, au vu de ces chiffres, la légalisation du cannabis pose question, surtout pour la période de vulnérabilité 18-20 ans. Parce que vous avez bien compris que même s'il y a légalisation récréative, la vente aux mineurs restera normalement interdite. Alors comment on fait pour les 18-20 ans qui pourraient en toute légalité consommer ? D'autre part, légaliser, ça voudrait dire établir des garde-fous solides. On pourrait par exemple légaliser l'usage, mais seulement à partir de 20 ans. Il faudrait en parallèle un plan d'éducation et de prévention ambitieux pour ne pas que la légalisation rime avec banalisation de la consommation. Si on se base sur cette étude, il faudrait aussi s'assurer qu'une réglementation sur le taux de THC soit présent pour tous les produits. Et puis quand on pense garde-fou, on pense aussi au système judiciaire. Légalisation ne veut pas dire disparition des réseaux parallèles. Donc peut-être qu'il faudrait accentuer la criminalisation des réseaux illégaux afin d'assécher le marché, enfin si seulement c'est possible. Et puis enfin, ça veut dire aussi des services de santé et de soins fonctionnels prêts à accueillir les jeunes en cas de besoin. Et là, je peux vous dire qu'actuellement, ce dernier point n'est pas du tout rempli, et ça serait déjà pour moi
le préalable à toute discussion sur une question de légalisation ou non. Allez, je vous laisse à vos réflexions sur toutes ces questions complexes. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura apporté une information claire. Bien sûr, comme à chaque fois, si vous percevez des inexactitudes dans mon propos ou si vous avez des choses à ajouter, eh bien n'hésitez pas à m'écrire. Et puis si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes sur une plateforme, peut-être YouTube, Spotify ou Apple Podcast. Où que vous soyez, mettez un pouce ou des étoiles, ça vous prend quelques secondes et moi ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. Merci pour votre écoute, je vous dis à très bientôt.